C'est bien, on est dans un truc feutré et tout, c'est pas mal. Là, le son est bien, là. Je pense que la première fois où j'étais dans un club, je devais avoir 13-14 ans. Plutôt 13 ans. Et en fait, à l'époque, le dimanche après-midi, les discothèques, et parisiennes et en banlieue, ouvraient pour les ados. J'avais une discothèque qui était à côté de chez moi et j'y allais tous les dimanches. Et en fait, je passais de 2h à la fermeture, donc à 18h, devant le DJ à le regarder, le mec il n'en pouvait plus. Et j'avais un petit crayon et je notais les disques. Alors, il a joué quoi? James Brown. Ok, quelle version, le live? Et j'essayais de trouver les disques. En fait, j'avais pas des techniques, hein, j'avais des platines merdiques. Quand j'ai vu une technique la première fois, c'est à l'Hacienda. C'est quand je suis arrivé. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que je file une cassette à un mec, à un pote à moi, qui va la donner à une des personnes qui travaille à l'Hacienda, qui me téléphone 6 mois après en me disant « J'ai entendu ta cassette, on aimerait bien faire un essai ». Je me retrouve derrière les platines d'un club incroyable où j'ai jamais vu de Technics. Et c'est vrai que les premières soirées, mais j'en ai chié pour mixer, ça a été l'enfer. Et j'ai les cassettes de ces soirées-là, j'ai toutes mes cassettes. Et j'ai les cassettes de ça, mais mon mix était catastrophique, c'était horrible. Mais bon, j'y suis arrivé et dès que j'ai fait un petit peu d'argent, par contre, je me suis acheté des platines. C'est le premier truc que j'ai fait et j'ai appris chez moi et voilà, après c'était parti quoi. Hacienda, c'est, ouais, ça doit être septembre-octobre 87, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai fait 1 an à l'Hacienda. Et là, on est au moment où l'Angleterre bascule complètement vers l'acid house. On va dire qu'en octobre 87, cette musique-là attire surtout une population black qui vient danser. C'est très codifié. Pas beaucoup de blancs écoutent cette musique encore. Et 1 an après, toute la scène black a disparu puisque là, c'est envahi d'anglais de toutes les couleurs possibles et imaginables qui prennent tous des extas, qui deviennent complètement dingues et qui ont décidé que fermer un club à 2 h du matin, c'était plus possible. Et en fait, il y a eu un raz-de-marée incroyable. Et pareil, par rapport à la musique, quand j'ai commencé à l'Hacienda, on jouait du hip-hop, on jouait du disco, on jouait des trucs Philadelphie, on jouait un petit peu d'acid house, mais on n'avait pas assez de disques. Même la techno n'était pas encore là. Et en fait, 1 an après, nos bacs à disques avaient complètement changé. On avait, hop, excite le hip-hop, excite le disco, que house et techno. Il n'y avait que ça. Parce que en Angleterre, les jeunes ne voulaient plus que ça. Ça a rendu tout le reste très poussiéreux. Mais durant ces 5 heures, les danseurs ne s'arrêteront pratiquement jamais. Normal, après tout, rave en anglais, ça veut dire trance. Et cette trance-là est plus qu'un phénomène de mode. Certains y voient la nouvelle révolution de la jeunesse anglaise. Et en fait, on a vu à la première soirée Hot, on a vu que l'Angleterre avait complètement basculé autre part. Et le club, c'est devenu un bordel sans nom. Ils avaient mis des piscines partout. Et à la fin de la première soirée Hot, le club était trempé. Les gens étaient devenus complètement fous. Et je me rappelle la fin de cette soirée où on s'est tous regardés en se disant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et je sais que Paul Cons, qui était on va dire le programmateur, il nous a dit « I think the wind is changing ». Et je lui dis, ouais, ça, c'est sûr que le vent, il vient de tourner, là. Mais alors, je sais pas ce qui va se passer. Et moi, 1 semaine après, je pars à l'armée. Donc, je vois la tempête qui arrive, j'y goûte, et je me casse 1 an à l'armée, où là, j'ai plus aucune info sur rien. Le prestige de l'armée, l'honneur de la patrie, le sens du devoir, des notions que l'on croyait perdues chez les jeunes appelés. Eh bien, détrompez-vous, en 85, nos bidas ont envie de prendre du service. J'ai été envoyé aux messes des officiers à Versailles, et donc je pouvais rentrer chez moi le soir. Et en fait, le soir, je rentrais pas chez moi, j'allais en boîte, et je mixais 5 soirs par semaine dans des clubs à Paris. Je sortais du mess des officiers à 9-10 h du soir après mon service. À 11 h, j'étais dans un club, je jouais jusqu'à 6 h du matin. Et à 7 h 30 du matin, j'étais à Versailles, place du Rapport, et je faisais le salut, quoi. Et en fait, j'allais dormir 1 heure avant le service du midi, je dormais 2 h l'après-midi, et puis hop, je repartais le soir. J'ai pas dormi pendant 1 an, en fait. Ce que Laurent Garnier ne rappelle pas, c'est que la techno a longtemps eu mauvaise réputation. Les raves notamment ont souvent été interdites à cause de l'amalgame entre cette musique et la drogue. En France, on était à l'époque un pays fondamentalement rock'n'roll. Et en fait, ils ont vu cette musique arriver comme étant une vraie menace. Et donc, ça a été extrêmement violent de la presse, des musiciens dans le rock ou dans des mouvances plus conventionnelles, on va dire. Et comme ça a commencé aussi dans les clubs gays, ça a aussi beaucoup dérangé. Musique de PD, regarde en Angleterre, c'est tous des drogués. Donc, il y a eu beaucoup de préjugés, ça a été très lourd. Et donc, nous, on s'est battus alors qu'en Angleterre, les Anglais, ils consomment la musique et ils grandissent avec ça, ils vivent avec ça. C'est dans leur ADN. C'est pas pareil en France. Ça a été beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'en France, ça a été très long pour arriver à un statut un petit peu plus tranquille. J'espère simplement que cette victoire
permettra à la techno de s'exprimer plus librement, sans subir l'incompréhension et la répression rencontrées ces dernières années. Merci beaucoup. En fait, j'ai jamais été un bon ingénieur du son et je pense que je le serai jamais. Et je suis aussi très mauvais avec les notices et avec les machines. J'aime bien quand c'est intuitif, facile et il faut pas que ça me prenne la tête. J'avais fait la mauvaise expérience de demander à certaines personnes, genre Kenny Larkin, tiens, t'as utilisé quelle machine sur ce disque-là? Et il me dit, bah, j'ai utilisé un Kurzweil K2000, j'ai utilisé un DP4 comme effet. Et donc, bien sûr, j'ai été acheter les machines parce que je me suis dit, j'adore Kenny Larkin, j'ai envie de faire ça, je vais acheter les mêmes machines, je vais faire ça. Et puis là, tu te retrouves avec des trucs où il y a des machines qui te vont bien et d'autres qui ne te vont pas du tout. Donc j'avais acheté aussi un DP4, qui est un multi-effet, et j'arrivais pas à le maîtriser, ce putain de DP4. Et donc, j'ai payé Scanix pendant une semaine, et je lui ai dit, Stéphane, viens chez moi. Et je suis pas bon à lire les notices, mais je suis quand même pas plus con qu'un autre. Je voudrais juste que tu m'expliques le b.a.-ba de toutes ces machines. L'attaque, le release, le filtre, des conneries que je dois comprendre. Et le DP4. Et là, on avait passé la journée entière sur le DP4 à travailler sur un inverse expander, donc on avait déjà quand même pas mal avancé, qui en fait te fait ressortir tous les sons qui sont derrière. Et le soir, il était parti, et j'étais chaud bouillant, et je me suis dit, ok, ce soir, je fais un morceau, et demain matin, quand Stéphane vient pour bosser à 8 h, j'ai un track. Donc j'ai commencé à bidouiller un son qui est devenu le son de Crispy Bacon. Quand je l'ai fait passer dans l'effet sur lequel on avait bossé ce jour-là, c'est là où en fait le son a commencé à vraiment vivre. Et j'ai fait Crispy Bacon cette nuit-là. Je l'ai fait en 5 heures. Et donc le lendemain matin, Stéphane vient et je lui dis, tu vas voir, là on a parlé de UR là, toute la journée hier avec ton effet. Je te l'ai fait en degré de résistance et je lui ai fait écouter Crispy Bacon. Et c'est là où Jeff Mills vient à la maison, j'avais envie de lui faire écouter parce que je pensais que j'avais un truc qui était pas mal. Et donc je lui fais écouter et Jeff me dit, ah ouais, le track est vraiment bien, comment tu l'as appelé? Je lui dis, je voudrais l'appeler Crispy Bacon. Il m'a dit, c'est le nom le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Et en fait, comme j'aime bien prendre les gens un peu à contre-pied, je dis, bah, j'adore ta réponse et donc très bien, je vais garder le nom comme ça. Il m'a dit, no, you can't do that. J'ai dit, si, on va le garder comme ça. Voilà. Mais si moi, je dois être fier d'un travail, ça n'a pas fait avancer la musique électronique en France, je pense, mais en tout cas pour moi, une de mes plus grandes fiertés de ma carrière, c'est le concert à la salle Pleyel. Parce qu'on a travaillé pendant 7 mois où on a déjeuné, dîné, soupé, dormi, salle Pleyel. On est rentré dans un truc avec les 10 musiciens où on a parlé pendant 6-7 mois, répété pour un concert. Et on l'a fait qu'une seule fois. On a commencé par un truc classique, et on est parti. Et on a monté jusqu'au moment où, pendant Glamakuji, je regarde la salle et je leur dis, vous savez qu'on peut se lever aussi ici. Puis ça serait pas mal en fait. Et en fait, tu vois, je t'en parle, j'ai les poils qui se hérissent. Et en fait, la salle se lève. Là, ça a été un moment extrêmement fort. Moi, on m'a dit à Pleyel, ils vont se lever là-dessous. Est-ce que Pleyel va se lever là-dessous? Est-ce que Pleyel va se lever sur Glamakuji? Et juste après ça, je pense qu'on a fait un morceau qui s'appelle Dealing with the Man. On a fait une version qui est incroyable. Et en fait, à la fin de ce morceau, je me suis mis à pleurer sur scène, mais ça s'est pas vu. En fait, je me suis agenouillé derrière le truc et je me suis mis à pleurer sur scène. Ça a été tellement fort. Pleyel, ça a été très fort. Tellement fort que on sort le DVD. Le DVD est sorti il y a 10 ans, 12 ans, je sais pas, 14 ans. J'ai jamais pu le regarder. J'ai fait un DVD de ce concert, en fait, que pour mon fils. Je fais French Connection, je rencontre un mec que je trouve absolument génialissime. Enfin, pour moi, c'est mon dieu vivant, hein, Derek. Donc, je rencontre mon dieu vivant et je lui donne mon disque et je lui dis « Ah, make this record for fun ». Et le mec me dit « You never make a fucking record for fun. Never ». Je suis tout jeune et je lui dis « Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi t'as pas le droit de faire la musique pour te marrer ». Il me dit « Parce que c'est un héritage. À partir du moment où toi, tu vas peut-être disparaître, t'enregistres pas forcément tes sets, mais ça sort en physique. Et ça, c'est un héritage qui restera quand tu disparaîtras. Et ton gamin, peut-être qu'il va en hériter. T'as pas d'enfant encore, mais peut-être qu'il va en hériter. En fait, tu vois, c'est ce qui va rester. Donc, c'est ce qui va raconter ton histoire plus tard, parce que les gens n'auront pas le reste. Donc, il me dit, tu fais jamais un disque pour te marrer, tu fais toujours un truc vraiment en ayant une intention. Et en fait, j'ai fait ce DVD
avec cette intention d'héritage, où je me suis dit, s'il y a un truc que j'aimerais laisser à mon fils, qui a tellement été fort pour moi, c'est ça. Et puis je lui laisserai le livre de Electrochoc, parce que c'est pas mal, quoi. Il y a une belle histoire, donc je laisserai ça. J'ai jamais ressenti un truc pareil. Tu penses qu'on sera comment? Et si on s'en foutait? J'ai découvert via Gabin, la personne avec qui je travaille sur un documentaire, le Kickstarter en fait. Et ça m'a plus qu'interpellé. En fait, il faut savoir aussi que moi je travaillais sur un film depuis très longtemps. Et au moment où Gabin m'envoie le lien pour regarder le Kickstarter, mon film se casse complètement la gueule. Et là, je retrouve quelqu'un à l'image qui dit « c'est compliqué de faire du cinéma en France. Souvent les portes se ferment et en fait nous on a décidé de le faire un peu à l'arrache, quoi, différemment. J'ai cette façon-là de travailler depuis longtemps, donc je me suis senti très en phase avec ce que je voyais. Ça m'a vraiment excité. J'ai tout de suite participé au Kickstarter. J'ai envoyé un email en disant peut-être que vous ne me connaissez pas, mais j'ai cru comprendre aussi que vous aimeriez faire de la musique, ou qu'il y ait de la musique sur le film. Si jamais ça vous intéresserait que je fasse un morceau pour n'importe quelle scène, j'ai envie de faire un peu plus que ce que j'ai donné en fait sur le Kickstarter. Et au départ, c'était non, normalement, Trommer doit faire des tracks et c'est super gentil, merci beaucoup. Et une semaine après, je reçois un autre email en me disant mais on a vu un Laurent Garnier passer sur le Kickstarter, ça serait pas vous quand même? Et je dis bah si, c'est moi. Et en fait, je pense que ça les a vachement touchés. Donc ça s'est fait vraiment super naturellement, comme beaucoup d'autres projets d'ailleurs. Hein. C'était vraiment une proposition et voilà, j'ai fini par faire 3 morceaux.